Salut à tous. Dans les commentaires de ma précédente vidéo sur la politique fiscale de Macron, vous avez été nombreux à réagir à propos d'un petit passage où je critique Mélenchon sur l'affaire du drapeau européen qui est dans l'hémicycle de l'Assemblée. Alors ça m'a semblé utile de faire une vidéo sur le sujet, pour être plus précis, afin de répondre à toutes ces critiques. Parce qu'en mettant Mélenchon dans le panier des connards en politique, certains qui connaissent pas forcément ma chaîne ont pu penser que je donnais dans l'insulte gratuite ou la critique partisane, mais c'est pas du tout ça. Mon but c'était simplement de dénoncer un retournement de veste bien sale, comme je le fais pour d'autres politiciens à ce moment-là de la vidéo. Mais en plus là il y a un bonus, parce que je trouve que cette affaire symbolique a le mérite de bien montrer que la position de la France insoumise, puis même de la gauche en général, sur l'Union Européenne, c'est une impasse complète. Alors ça va être l'occasion de remettre une couche sur le Frexit, maintenant que la présidentielle est passée, et que les esprits sont un peu plus réceptifs. Je rappelle que si j'insiste à ce point-là sur l'Union Européenne, c'est parce que c'est pas un sujet parmi d'autres dans un programme, c'est un sujet qui conditionne de nombreux autres choix. Dans le programme de la France Insoumise, dont on peut penser ce qu'on veut, c'est pas le problème, vous avez 70 à 80% des mesures qui sont inapplicables ou ineffectives dans le cadre de l'Union Européenne, et même dans le cadre de l'UE renégociée selon le plan A de Mélenchon. Ça j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans 2 vidéos, au moment de la présidentielle, je vous y renvoie si ça vous intéresse. Bien, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, en revenant sur cette fameuse polémique du drapeau européen. Alors pour ceux qui l'auraient pas suivi, ça se passe en 2 temps et en 3 arguments. Ça commence quand Mélenchon, fraîchement élu député, entre dans l'hémicycle de l'Assemblée et voit le drapeau. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non mais attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie là. Je comprends pas. Ce truc est pas constitutionnel. Alors effectivement, Mélenchon a raison, le drapeau européen n'a rien à faire là parce qu'il est inconstitutionnel. Il viole l'article 2 de notre Constitution. Et la France n'a jamais ratifié l'article 52 de l'annexe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui concerne la reconnaissance des emblèmes, de l'hymne et de la devise monétaire de l'UE. Il y a encore d'autres arguments juridiques qui viennent condamner la présence de ce drapeau dans l'hémicycle, mais aussi à l'Élysée, au Sénat, sur les mairies, les préfectures ou lors des commémorations nationales. Bref, la présence de ce drapeau européen sur les bâtiments publics est normalement interdite. Sur la laïcité, c'est moins tranché. Arsène Haynes, le concepteur de ce drapeau, s'est en effet inspiré de la Vierge de l'Apocalypse qui est vêtue de bleu et cernée de 12 étoiles jaunes. Mais ça, il l'a dit 30 ans plus tard avant de mourir à une revue catho, et le motif religieux n'a jamais été un élément officiel dans le choix de ce drapeau, qui a d'abord été celui du Conseil de l'Europe, adopté en 1955 pour les motifs officiels suivants. Cette deuxième phase de consultation se termine en 1953, quand la Commission choisit un cercle de 15 étoiles d'or sur champ bleu-azur. Pourquoi bleu ? Parce que cette couleur, dont Michel Pastoureau a savamment raconté l'histoire, ne symbolisait aucun autre continent, et qu'elle s'est chargée, dans l'histoire moderne, de valeurs nouvelles. Pourquoi un cercle d'étoiles brillantes ? Pour figurer non seulement l'union des peuples, équidistant d'un centre abstrait, mais aussi la dimension cosmique que revêtaient leurs espérances. Et pourquoi 15, à l'époque ? Parce qu'il paraissait convenable, en qualité d'associé, d'ajouter la SAR aux 14 membres que le Conseil comptait alors. Mais la souveraineté de la SAR n'étant pas reconnue par l'Allemagne, une querelle s'ouvre, une querelle franco-allemande, et s'ouvre du même coup une troisième phase de palabres qui ne s'achève qu'en 1955. Pour couper court, on décide de fixer un nombre immuable d'étoiles, 12, et de se séparer par conséquent du principe américain d'insertion d'une étoile supplémentaire chaque fois qu'un État supplémentaire rejoint l'Union. 12, bien sûr, est un nombre symbolique, nombre des mois de l'année, des heures du jour, des travaux d'Hercule, des tables de la loi romaine, etc. Le 25 octobre, l'Assemblée de Strasbourg adopte cette formule. Ce drapeau, qui était considéré depuis comme européen, a ensuite été capté par la Communauté européenne en 1986. Le Conseil de l'Europe a par la suite rajouté un C sur son drapeau à lui pour se démarquer du drapeau de la CE qui devient l'Union européenne en 1992. Alors s'il y a bien un symbole chrétien sur ce drapeau, c'est pas officiellement pour ça que le dessin a été choisi. Et du coup, l'argument de la laïcité est un peu bancal, quoi. Il se prête aux critiques faciles du type « vous exagérez, vous voyez des vierges partout, vous êtes un complotiste ». Et c'est ce qui va se passer par la suite.
Alors ce petit extrait avait fait un peu de bruit en juin dernier, la plupart des médias ont fait un article là-dessus le jour même, le journal Le Point a évidemment associé tout ça au Front National, et le lendemain vous avez Clémentine Autain qui nous donne le troisième argument anti-drapeau, le rejet de l'Europe actuelle. Elle va être interrogée sur le sujet au point Paul du Huffington Post, et comme elle n'était pas au courant de l'affaire, elle va ramer un peu, et elle va sortir un gros mot. Souveraineté. Oui, il rentre et puis il voit le drapeau et dit est-ce qu'on est obligé de subir ça? Bon, d'une manière pour lui, dans l'Assemblée, de pointer notre, comment dirais-je, cette relation avec l'Union européenne qui ne peut pas continuer en l'état. C'est-à-dire qu'il y a un problème de souveraineté qui est posé, clairement, et nous sommes dans un cadre d'affrontement avec ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Ça ne veut pas dire de souveraineté, mais c'était plutôt une remarque souverainiste, c'est-dire qu'il y avait clairement une attitude vis-à-vis du drapeau européen qui était celle du Front National, pour dire les choses clairement, c'est-à-dire de rejeter le drapeau européen pour ce qu'il est. Et une part de notre héritage historique commun, ça, bien on sûr. peut le dire. Entendons-nous sur souveraineté, pour pas qu'il y ait de... Pour moi, la souveraineté, c'est la souveraineté populaire, quel que soit l'échelon. Quel que soit l'échelon. Mais du coup, est-ce qu'elle est contestée par l'existence du drapeau européen? J'entends bien, mais ça peut être à l'échelon de la commune, de la France ou de l'Europe. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de souveraineté, quel que soit l'échelon. Mais que l'Union européenne est un échelon qui, aujourd'hui, empêche une partie de la souveraineté de pouvoir s'exprimer, une partie importante de la souveraineté populaire de pouvoir s'exprimer. Donc c'est pour ça que nous avons un rapport qui est un rapport critique à l'égard de l'Union européenne. Mais est-ce que ça implique de remettre en cause le drapeau européen, qui est le symbole, pas simplement des textes libéraux, mais aussi d'un héritage de plus d'un demi-siècle? Mais cet héritage d'un demi-siècle, c'est aussi celui d'une Europe qui s'est construite à l'envers, qui a d'abord été un grand marché économique. Pour dire autrement, est-ce que vous, ça vous choquerait d'entrer dans l'Assemblée, de voir le drapeau, enfin, quand vous êtes rentré, est-ce que ça vous a choqué de voir le drapeau européen dans la France est adhérente de l'Union européenne, donc voilà, il y a le drapeau européen parce que nous sommes adhérents de l'Union européenne. Mais que Jean-Luc Mélenchon fasse un geste de mauvaise humeur à l'égard de l'Union européenne... Donc c'est un geste de mauvaise humeur. Je partage cette mauvaise humeur, on va dire, et ce drapeau est là parce qu'institutionnellement, c'est la réalité. La pauvre Clémentine Autain est au tribunal là. Les journalistes ne posent même plus de questions, ils font des appels au conformisme. En fait, ça ressemble plus à un procès en sorcellerie ou à du macartisme. Nous avons un rapport qui est un rapport critique à l'égard de l'Union européenne. Mais est-ce que ça implique de remettre en cause le drapeau européen? Ouh là 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 là, attention à ne pas franchir le Rubicon du politiquement correct, hein. Apprenez à faire la différence. Souveraineté européenne, ok. Souveraineté nationale, non. Ça, c'est le FN. Critiquer l'Union européenne, ok. Rejeter l'Union européenne, ne serait-ce qu'un symbole. Alors là non, c'est l'extrême droite, c'est les nazis, c'est les chambres à gaz. Bon, heureusement on apprend à la fin que tout ça n'est qu'un geste de mauvaise humeur, il n'y a donc rien de rationnel là-dedans, il s'agit une fois de plus de la réaction émotionnelle du grincheux de service. Les journalistes sont rassurés. Mais que Jean-Luc Mélenchon fasse un geste de mauvaise humeur à l'égard de l'Union européenne... Donc c'est un geste de mauvaise humeur. Yeah, me gusta. Bon, après ça, les médias vont rapidement passer à autre chose. Comme le même jour, Mélenchon avait traité Cédric Villani de matheux et que les Insoumis commençaient à venir à l'Assemblée sans cravate, rendez-vous compte, il y en avait des choses intéressantes à dire. Alors l'affaire reprend le 4 octobre, lorsque le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée dépose un amendement qui prévoit que seul le drapeau français et le drapeau de l'ONU seraient acceptés dans l'hémicycle, et donc que le drapeau européen serait supprimé. Cet amendement est évidemment rejeté le même jour, mais il relance la polémique. Et là encore, on retrouve nos trois axes argumentatifs, souveraineté populaire européenne, laïcité et inconstitutionnalité. Ce dernier va d'ailleurs très vite dégager du débat, car Macron va trouver la parade. Au moment où certains en France sont en train d'avoir des débats où on se rétrécit et voudrait enlever le drapeau européen, je voulais vous dire que lors du prochain Conseil européen, je ferai la déclaration solennelle qui fera que la France rejoindra 16 autres États qui l'ont déjà fait, où j'affirmerai officiellement que la France reconnaît le statut de l'hymne européen et du drapeau européen, ce qui ne permettra pas à certains d'enlever le drapeau européen de l'hémicycle français ou de tout autre lieu. Il sera bien maintenu parce que je ferai cette déclaration. Alors la déclaration, la voici. Je suis très heureux à l'occasion de ce Conseil européen, là où plusieurs cherchent à créer des divisions, un repli français
de réaffirmer l'attachement de la France au drapeau et à l'hymne européen. Alors précisons qu'il s'agit d'une déclaration et rien de plus. Macron n'a pas le pouvoir de ratifier seul l'article 2 de l'annexe 1 du TUE. Cette ratification ne peut se faire que par le Parlement, réuni en congrès, parce qu'il faut modifier la Constitution. Et ça, c'est toujours pas fait à ce jour. Ceci dit, l'argument de la constitutionnalité va disparaître du débat public, qui va se focaliser sur la laïcité. Mais comme personne ne perçoit le drapeau européen comme un symbole religieux, faut expliquer. Et donc t'as intérêt de savoir de quoi tu parles si tu veux pas te faire traiter de complotiste. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas à la hauteur. Vous savez de quand date le drapeau de l'Union européenne aujourd'hui? De quand date-t-il? Oui, mais justement, surtout, c'est que signifie-t-il, Monsieur Bourdin? Non mais d'accord. Comment il a été fabriqué? Pourquoi est-ce qu'il est bleu? Pourquoi est-ce qu'il y a 12? Non, attendez. L'inspiration est la Vierge Marie. Qui dit ça? Ah, vous ne savez pas? Qui? Non mais je vous pose la question, qui dit ça? Même la vie, par exemple. De quand date ce drapeau? Je sais pas la date précise en moi tête. je vous dis, ce drapeau il date de 1947 ou 1948. Attends, 47 ou 48? Faudrait le savoir avant d'essayer de nous le dire. Bon, de toute façon, les deux sont faux, il a été adopté en 55. Bourdin est très fort pour prendre la posture du journaliste incisif qui va coincer les invités sur des points de détail. Mais ne vous laissez pas voir par son assurance, la plupart du temps il sait pas ce qu'il raconte. Et c'est d'autant plus ridicule que lui, il connaît à l'avance les questions qu'il va poser, donc il est censé avoir préparé les réponses. En tout cas, si vous cherchez une illustration pour l'expression « combat d'infirme », avec cette interview, vous avez trouvé. Et est-ce que vous croyez qu'il y a un rapport entre les 12 étoiles de ce drapeau, la couleur bleue, et le nombre de pays dans l'Union européenne? Non, je crois que ces 12 étoiles, c'est plutôt les 12 apôtres, vous voyez. Et c'est la Vierge Marie, là, comme ça. Oui, mais qui vous a dit ça? Mais lisez la vie, je vous retrouverai, monsieur lisez et écoutez les historiens, vous verrez ce qu'ils vous diront. Écoutez les historiens, précisément, ce que je suis en train de vous dire. Mais si, c'est à voir avec une inspiration chrétienne de ce drapeau. Rien. Quant à l'argument de la souveraineté, il va pas beaucoup être mis en avant, parce qu'immédiatement on a les journalistes et les commentateurs qui sortent leurs mots fétiches, souverainistes, europhobes, extrême droite, Front National, et puis toute la panoplie quoi, vous la connaissez. L'assimilation était d'autant plus facile que le Front National s'était dit prêt à soutenir la France insoumise sur cette question à l'Assemblée, alors les opposants n'avaient plus qu'à saisir la perche. Vous êtes violemment anti-européen, et ça y est, ça se voit. Ça fait plaisir, parce qu'au moins vous rejoignez le Front National. A ainsi lancé aux insoumis Philippe Latombe, du Modem. LOL. L'édito de Jean Quatremer dans Libération est une bonne synthèse de ce genre de plaisanterie. La France insoumise a débordé sur leur extrême droite le Front National et Debout la France en menant une croisade contre la présence du drapeau de l'Union Européenne à l'Assemblée nationale. Mais pour se défendre d'une assimilation potentiellement dévastatrice entre les rouges et les bruns, la gauche du non, le non au traité constitutionnel de 2005, a fait valoir qu'elle luttait, elle, pour une Europe sociale, généreuse, multiculturelle, ouverte au monde. C'est ce mythe, construit par les leaders du non, que Mélenchon, en se perdant dans les brumes d'une europhobie complotiste et haineuse, fait voler en éclats. L'affaire du drapeau est symbolique, et de ce point de vue, il faut remercier le leader de la France insoumise de dissiper les illusions de ceux qui, souvent de bonne foi, ont cru au nom de gauche, promu par des politiciens opportunistes. En l'occurrence, il n'y a qu'un non profondément anti-européen qui représente un bon tiers de l'électorat français. Ils sont là, dans les villes, je parlais de votre parti. Sur les réseaux sociaux. L'autre Europe de Mélenchon ressemble en réalité furieusement à celle du FN, celle d'un retour pur et simple aux nations souveraines, celle de l'Europe avant l'Union, le tout saupoudré d'une méfiance maladive à l'égard d'une Allemagne forcément impérialiste. Alors cette fois, je suis sûr que ça ne soulèvera aucune critique dans les commentaires. Jean Quatremer est un crétin. C'est un crétin, parce qu'au moment où il rédige son torche-cul, le Front National avait déjà annoncé qu'il abandonnait toute idée de Frexit, même vaguement entretenue. Et c'est un crétin parce que le Frexit n'a jamais été au programme de la France insoumise. Mélenchon a toujours milité pour plus d'Europe, alors une Europe sociale, mais ça on va y revenir. En tout cas, vous voyez l'ambiance quoi. Les chiens de garde sont sortis du bois, avec leurs arguments tétanisants du reducto ad lepénum, du vous êtes un complotiste, vous êtes un laïcard hystérique, etc. Et finalement, après un mois de polémique, Mélenchon met de l'eau dans son vin en acceptant un drapeau qui aurait autant d'étoiles qu'il y a d'États dans l'Union Européenne. Bon, il se gourre sur les chiffres, mais on va pas revenir là-dessus.
Il faut un drapeau qui nous rassemble. Il comporte 12 étoiles, ce qui n'était pas le cas du moment où il n'y avait pas 12 États au moment où il a été proclamé, et il y en a 29 aujourd'hui. Si on nous proposait de mettre 29 étoiles, j'admettrais qu'il y ait un drapeau qui représente l'Union européenne. Ce n'est pas le cas. Alors pour l'instant, c'est là-dessus que s'est terminée cette polémique. Et pour comprendre pourquoi cette affaire de drapeau européen est symbolique de l'impasse qu'est le programme de l'AFI sur l'Union européenne, je suis bien obligé de vous réexpliquer quel était ce programme de manière claire, au risque d'être un peu chiant, même si ce sera vite fait. Car non, jamais la France Insoumise n'a proposé de sortir de l'Union européenne. Alors par contre, c'est vrai qu'ils veulent plus de l'Europe actuelle, donc faut renégocier. Mais le coup de l'autre Europe, ça date pas d'hier. Et aujourd'hui, beaucoup savent qu'il faut l'unanimité des États pour modifier les traités. Alors pour crédibiliser ce discours, il y a la fameuse stratégie du plan A, plan B. Le plan A, c'est la renégociation des traités pour instaurer l'Europe sociale. Mais comme on se doute que tous les États ne seront pas d'accord d'entrée de jeu, sinon ce serait déjà fait, Mélenchon va instaurer un rapport de force, en menaçant régulièrement dans les médias de quitter l'Europe, de sortir de l'Europe si le plan A échouait, sans pour autant préciser de plan ni d'échéance. Voici quelques exemples. Au fond, si nous laissons les choses aller comme elles sont et comme elles vont, alors il n'y aura plus qu'une alternative. Changer l'Europe ou la quitter. Et ce sera le message que j'adresse aux autres dirigeants des gouvernements européens. L'Europe, pour les Français, on la change ou on la quitte. Vous voulez que votre candidature, elle soit ce refus de l'Europe? Mais le refus de l'Europe, je veux dire les choses comme elles sont. Il y a un plan A. Le plan A, c'est on discute et on essaye de s'arranger. Parce que il ne faut pas dire, allez hop, on tourne la page comme ça, on s'en va. Et du moins pour une raison géopolitique. Ça reviendrait à abandonner l'Europe aux Allemands, c'est quand même une idée absolument stupide, compte tenu de nos histoires respectives. Mais s'il n'y a pas moyen de s'entendre, s'il n'y a pas moyen de faire comprendre qu'on veut l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, qu'on en a assez de la guerre des peuples les uns contre les autres, alors oui, il faut s'en aller. Mais il faut commencer par avoir une attitude d'ouverture et de discussion, et en tout cas, être raisonnable. Durant la campagne, beaucoup d'insoumis ont parlé de dissuasion nucléaire pour qualifier la menace de sortie de l'Union européenne. En réalité, il s'agit plutôt d'un bluff. Affirmer qu'on a la bombe sans que personne n'en ait jamais vu la couleur, et alors qu'on ne l'a pas. Car au-delà de ces mots qu'on retrouve dans des passages de la prose du programme, il n'y a aucune mesure relative à la sortie de l'Union européenne. Pas d'application de l'article 50, pas de retour au franc, pas de plan de sortie, jamais la France Insoumise n'a fait la moindre pédagogie sur ces sujets-là. Comme le montre la division de ses partisans d'ailleurs. Le fameux plan B, c'est pas la sortie de l'Union européenne. Il s'agit de désobéir à un certain nombre de règles des traités, de manière unilatérale, mais de préférence à plusieurs États parce que Mélenchon est quand même un internationaliste, et le tout en restant membre de l'Union européenne. C'est ce que Mélenchon appelle « sortir des traités européens ». Et à chaque fois qu'on lui a demandé des précisions sur ce plan B, il a toujours dit qu'il était contre le Frexit, qu'il considère comme une mesure d'extrême droite. On va quand même pas aller dire à Madame Merkel, écoutez, on s'en va, tenez, on vous donne les clés, débrouillez-vous avec tous les autres. Mais il n'en est pas question. Vous imaginez la France comme ça, sans alliés, sans organisation, toute seule dans son coin? Bien sûr que non. Il va falloir sortir des traités européens. Et il faut que vous en ayez la possibilité. Mais sortir des traités européens, c'est une formule qui ne dit pas tout. Nous sommes la France. Nous sommes un très grand pays. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. Mais il faut qu'ils pensent que c'est en tout un programme. Vous ne pouvez pas dire « je vais faire de la planification écologique et tout ce que je viens de vous dire », et puis après à la sortie dire « oui, mais j'irai protester ». Contre la règle des 3%. Non, mon bonhomme, tu ne peux pas protester. Tu dois sortir des traités, parce que protester, ça fait 20 ans qu'on le fait, et ça sert à rien. Il faut donc sortir des traités et passer à autre chose. Bon, ça vous a fait peur. Parce que comme j'ai dit sortir des traités, il y a tout de suite les bonnes âmes pour dire « ah, vous voulez sortir de l'Europe ?» Parce que les nuances, comprenez, le monde, il est tout noir, tout blanc. Entre les deux, il n'y a rien. La seule qui vaut quelque chose, c'est d'avoir un plan B. S'il ne cède pas sur le plan A, alors nous passons au plan B. Qu'est-ce que le plan B? Qu'est-ce que le plan B? Le plan B, c'est le plan que je viens de présenter comme plan A. Si les autres n'en veulent pas, alors nous le faisons quand même entre ceux qui sont d'accord. Par conséquent, le plan B est un plan internationaliste.
Ce n'est pas un plan nationaliste où chacun rentre à la maison et se débrouille avec sa situation nationale. Alors parmi les insoumis, il y en a qui ont compris quel était le vrai programme dans tout ce charabia. Mais cette ambiguïté piège un paquet de personnes qui sont persuadées que d'une manière ou d'une autre, Mélenchon aurait été contraint de faire un Frexit au cours de son mandat. Voire même que le plan A ne serait qu'un truc cosmétique, comme me l'expliquent parfois des pro-Mélenchon dans les commentaires. Vous avez bien compris que le but de la France Insoumise, c'est de toute façon de sortir de l'UE. Donc vous perdez votre temps à tout démonter sur le plan A, qui n'est qu'un leurre pour ne pas faire fuir les nombreux idiots qui pensent que l'avenir, c'est l'Union Européenne. Bon, les idiots apprécieront. Là, je vous ai pris l'exemple le plus récent. Mais vous en avez des pleines brouettes du même genre dans les commentaires sous mes 2 vidéos du programme de Mélenchon. Et on retrouve des gens qui pensent que le plan B, c'est le Frexit, même parmi les militants les plus impliqués de la France Insoumise. De poser toujours la possibilité de dire voilà ce que nous proposons à nos différents partenaires, nous proposons ça nous discussions de ça avec les Espagnols, avec les Italiens, etc. Et en dernier lieu, si jamais il s'avérait qu'on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente sur la base de ces propositions, eh bien à ce moment-là, ça voudrait dire que nous n'avons plus notre place dans cette Europe et qu'il faut qu'on envisage justement le plan B qui, je le répète, consiste, et les auditeurs pourront vérifier, on ne va pas rentrer dans une querelle là, de vérification, mais le plan B qui consiste bel et bien à sortir de l'Europe. Non, ça je ne peux pas laisser dire ça, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Les auditeurs, si vous voulez bien, on ne se mettra pas d'accord, puisque si on a 2 visions différentes, on va laisser les auditeurs vérifier et on va passer à un autre sujet. Oh oui, ce serait dommage de rentrer dans des vérifications, on va vite passer à autre chose, hein. Bon, le mec a pas l'air très à l'aise, hein. Je me demande s'il croit ce qu'il dit. En tout cas, le résultat, c'est que vous avez des gens qui militent pour la sortie de l'Union Européenne dans un parti qui ne le propose pas. Voilà. Une semaine avant le premier tour de la présidentielle de 2017, Mélenchon a assuré qu'il ne souhaitait ni sortir de l'Europe, ni de l'euro, enjoignant ses détracteurs à un peu de sérieux sur cette question. Ne croyez donc pas ceux qui vous disent il veut sortir de l'Europe, de l'euro, et alors en plus quand il rajoute que c'est pour aller dans l'Alba, n'importe quoi. Allons, un peu de sérieux. Depuis, à chaque fois que Mélenchon ou un député de la France Insoumise sont questionnés sur la sortie éventuelle de l'UE, ils réaffirment tous leur attachement à l'Union Européenne. Vous avez co-signé l'amendement demandant la suppression du drapeau européen dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, oui. Non mais c'est un amendement de groupe, quoi. Oui, non mais vous n'avez pas trop lu. Non, mais alors je vais vous dire la réalité du travail parlementaire. Un jour, on pourra en discuter, mais c'est une avalanche de trucs dans tous les sens. Hein. Là, ce matin, il y a une proposition de loi sur l'agriculture et je dois y être. Cet après-midi, il faut poser une question sur Alstom. En même temps, il y a la loi sur les hydrocarbures. Je veux dire, de toute façon. Moi, je peux pas être spécialiste de tout. Maintenant, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on élimine le drapeau européen. On est en France, on est en République française. Ça veut pas dire qu'on sort de l'Union européenne quand on enlève un symbole. Oui, Caroline Fiat, comment vous voyez ça justement Emmanuel Macron a mis l'Europe au cœur de son discours. Est-ce que cette position de dire, moi, je prends tous les Européens avec moi, les vrais entre guillemets dans son image, et puis les autres de côté, c'est-à-dire vous? Oui, alors, non mais c'est tout à l'heure vous avez dit Juppé va avec les pro-européens, on prend les pro-européens, parce que sous-entendu la France Insoumise est anti-Europe. Non mais dans l'idée d'Emmanuel Macron, oui, je m'en. Pour rappel, parce que on nous le met souvent sur le dos, nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous voulons une Europe, parce que cette Europe on y tient, mais une Europe différente et dirigée différemment. Et il faut bien faire la différence. Et donc, nous aussi on est des pro-européens avec nos idées à nous. Si le drapeau c'était 27-28 étoiles, alors, vous diriez dans ce cas-là, on va fabriquer un drapeau sur ce... Mais écoutez, je vous en prie. Le problème c'est qu'il est religieux ou c'est qu'il est européen? C'est qu'il est religieux et qu'il ne permet pas ce que nous pouvons avoir comme objectif, qui est un jour ou l'autre la formation d'un peuple européen. Donc si un jour il évolue très bien, vous direz bravo au drapeau européen dans l'hémicycle. Mais mon pays est membre de l'Union européenne, j'ai aucune raison. Mais attendez. Non, parce que c'est sur la... Je veux bien chanter l'hymne à la joie, si ça vous arrange. Non, oui, je sais. Tous mes amis ont dit qu'ils étaient d'accord. Alors, c'est sur le fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux Allemands qui l'ont écrit, Beethoven et le poète. Qu'est-ce que ça veut dire de votre perception de l'Europe aussi? Est-ce que ça veut dire... Par exemple, pour être très concret, vous allez assister à un colloque
la semaine prochaine sur le plan B. Et vous le dites très clairement dans votre programme, le plan B, c'est sortir unilatéralement des traités de l'Europe quand le plan A échoué, c'est-à-dire de manière concertée. Est-ce que ça veut dire que vous dites maintenant, la seule issue, c'est le Frexit, il faut sortir de l'Europe? Non, c'est certain, ça c'est pas mon vocabulaire, c'est Madame Le Pen, c'est pas mes affaires. Donc c'est très clair, Mélenchon souhaite ardemment l'émergence d'un peuple européen. Mais 2 mois après cette émission du Grand Jury, on le retrouve dans la presse en train d'expliquer qu'il est un indépendantiste français. Le mot souverainisme nous aurait convenu s'il n'avait pas été utilisé dans un sens nationaliste, qui ne convient pas à notre façon de voir. Je suis souverainiste, c'est au sens de la souveraineté du peuple. Je suis plutôt un indépendantiste français. Dans la même interview, qu'on ne caricature pas ma position. Ma ligne, ce n'est pas le Frexit. Et dans la même interview, il faut sortir des traités, notamment les 2 derniers budgétaires qui sont les pires, et passer à autre chose. Donc, on résume. Mélenchon souhaite l'émergence d'un peuple européen tout en se déclarant être un souverainiste et un indépendantiste français, mais qui est contre le Frexit et pour la sortie des traités européens. Comment est-ce que vous voulez comprendre tout ce bordel sans l'explication de programme que je vous ai fait auparavant? La clé, c'est de comprendre que le plan B, c'est pas la sortie de l'Union européenne, c'est de désobéir aux traités. Seulement voilà, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. L'objectif de Mélenchon, c'était bien sûr de ratisser large pour maximiser les voix, mais ce faisant, il a escroqué tous ceux qui ont voté France Insoumise avec l'idée de sortir de l'Union européenne, alors que c'est pas au programme, et il continue de les escroquer en cultivant cette ambiguïté pour des raisons bassement électoralistes. Alors si ce genre de truc, ça vous plaît, c'est vous que ça regarde. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé, je trouve que c'est bien de la merde. Et justement, avec cette affaire de drapeau européen, on a le symbole parfait de l'impasse que représente ce genre de duperie. Parce qu'en se comportant comme il s'est comporté, Mélenchon a bien sûr mis une claque à tout son électorat anti-Union européenne, mais il a aussi mis une claque à ses soutiens et aux partisans de la renégociation des traités. Je m'explique. Alors certes, avec un drapeau à 28 étoiles, on évacue la question de la laïcité, mais moi j'ai une pensée pour tous ceux qui ont soutenu Mélenchon sur le thème « Ce drapeau est inconstitutionnel et il représente l'UE libérale qu'on ne veut plus ». Parce qu'il se retrouve un mois plus tard avec l'idée d'un drapeau à 28 étoiles, qui est toujours inconstitutionnel et qui représente toujours l'UE libérale, sauf que cette fois il est accepté par Mélenchon. Joli retournement de veste, bel abandon, bravo. Il passe pourquoi tous ces gens qui l'ont soutenu sur les réseaux sociaux ou auprès de leurs proches? Eh ben pour des gros dindons. Mélenchon a abandonné, il a trahi une large partie de ses soutiens sur un truc banal, symbolique, ça va pas changer sa vie. Alors il y en a qui défendent Mélenchon en expliquant que les gens ne sont pas prêts pour le Frexit, que ça fait peur, que Mélenchon en a marre de se faire traiter d'europhobe dans les médias ou d'être assimilé à l'extrême droite. Vous êtes en train de nous expliquer que la seule excuse de Mélenchon c'est sa lâcheté? C'est quand même un peu ballot, parce qu'il nous avait promis de faire plier 27 autres États et de renégocier de fond en comble les traités pour faire émerger l'Europe sociale. Or effectivement, on voit qu'il n'est pas foutu de tenir une position symbolique sur un sujet symbolique qui ne touche au portefeuille de personne ni aux intérêts nationaux de qui que ce soit, au bout d'un mois, parce que les médias font un peu de rififi autour de ça, c'est lui qui finit par plier et qui accepte ce qu'il refusait pourtant au départ. Et ben mine de rien sur cette affaire, il vient de vous faire une Tsipras. Alors une petite Tsipras, à son échelle de député, mais il vient de montrer qu'il serait incapable de faire face aux pressions politiques et médiatiques qu'il subirait dans le cas où il irait au clash avec l'Union européenne. Voilà. Retournez voir ce qui s'est passé avec Paul Magnette quand il a tenté de renégocier le CETA en refusant de le signer, en désobéissant. Et ben tout de suite il s'est fait traiter d'europhobe, d'extrême droite, de mauvais européen, d'irresponsable, etc. Et pourtant c'était un social-démocrate type PS. Il avait un bien meilleur réseau en Europe que Mélenchon, avec plusieurs chefs d'État européens qui étaient de son bord politique, et qui s'étaient même déclarés contre le CETA. Vous savez combien l'ont suivi? 0. Personne. Et en l'absence de preuves du contraire, je considère que ce serait exactement pareil pour Mélenchon. Surtout s'il refuse d'être soutenu dans sa démarche par des partis trop à droite pour son image, comme il refuse le soutien du FN à l'Assemblée sur la question du drapeau européen. Pour résumer, cette affaire de drapeau européen, c'est d'abord une claque pour tous les anti-Union européenne de la France Insoumise, puisque Mélenchon montre que lui et son parti ont une ligne très pro-européenne et qu'il est hors de question d'en changer. C'est une claque pour tous ceux qui l'ont suivi dans sa démarche, parce qu'à la fin il a retourné sa veste, et c'est une claque pour tous ceux qui ont cru dans la détermination, dans la capacité de Mélenchon à changer l'Europe, qui étaient persuadés qu'il ne les abandonnerait pas, parce qu'à la fin de cette aventure, qui est insignifiante par rapport au défi de modifier les traités de façon radicale, eh ben l'insoumis, c'est soumis.
Alors maintenant que j'ai été très précis sur ce que j'entends par connard en politique à propos de Mélenchon, libre à vous de me taxer de mauvaise foi, de dénigreur excessif, d'insulteur, de hooligan pro-UPR et je sais pas quoi. Je m'en beurre l'arrêt. Personne ne considère ça comme des arguments, les gars. Faut monter en gamme là, hein, parce que là du coup je sais pas qui est de mauvaise foi. Et puis je remarque que quand je reproche à Macron de retourner sa veste en fonction de ce qu'il arrange, et que je le traite pour ça de connard en politique, là personne ne bronche. Pareil quand c'est sur Le Pen ou Philippot pour des exemples comparables. Mais quand je fais la même chose sur Mélenchon, alors là, non, il faudrait être gentil, poli, arrondir les angles, relativiser. Non, il a retourné sa veste, point. Si vous n'êtes pas content, c'est pas à moi de me taire. C'est à vous d'aller demander des comptes à Mélenchon. Parce qu'on peut très bien aimer le programme de la France Insoumise et puis les discours du tribun, mais ça n'empêche pas d'être exigeant sur la cohérence du propos, et surtout, sur ce qui est le plus important en politique, les actes. Bon après, si vous voulez me faire dire qu'il y a des choses positives à l'AFI, je suis complètement d'accord avec vous. Moi je suis bien content qu'il y ait une petite poignée de députés qui fassent entendre un son de cloche différent à l'Assemblée ou dans les médias de masse, notamment sur les questions économiques, parce que les trucs racialistes façon Obono, ça par contre c'est pas trop mon truc. Sinon c'est bien simple, il y a 2 politiciens que je suis actuellement, c'est Asselineau et Ruffin, parce qu'ils me semblent être les plus honnêtes. Et je vois souvent passer des interventions de l'AFI sur mon fil d'actu que je trouve très justes. Seulement c'est bien gentil les discours critiques sur la politique actuelle, la baisse des APL, la réforme des retraites, du code du travail et tout ça, mais ça vient d'où ? Ben ça c'est directement relié à la question européenne. Et sur cette question, l'AFI a une position pourrave qui n'est pas cohérente. Et cette affaire de drapeau européen le symbolise parfaitement. Il faut arrêter de dénoncer les conséquences tout en soutenant les causes. Il n'y a pas de possibilité de mener une politique sociale sans Frexit. Et si les dirigeants de l'AFI refusent de le proposer par peur d'être assimilés à l'extrême droite ou d'être traités d'europhobes dans les médias, eh bien ils auront mérité de s'appeler les insoumis. Pour ce qui est des militants, comme dans tous les partis, il y a une petite minorité d'hystériques qui ne supportent pas qu'on touche à leur idole et qui vous reprochent immédiatement de faire une critique partisane comme si eux ne l'étaient pas. Ce sont des tartuffes, des hypocrites, des hypocrites. Donc j'invite cordialement ces gens à aller se soigner. Pour tous les autres, je serais heureux de lire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Sur ce, bonne année 2018 et à la prochaine.